Bien, eh bien, on m'a confié la difficile tâche de faire une synthèse en 10 minutes de tout ce qui a été dit. Et c'est quasiment une mission impossible, mais enfin, je vais essayer de m'y atteler. Donc, nous avons examiné 3 sujets. Le premier sujet, c'était le rôle des transferts de l'État et le budget de la collectivité. Et là, évidemment, nous avons vu un désaccord entre les différentes positions. En ce qui concerne l'Union calédonienne, la position est que les transferts sont un élément de rééquilibrage qui devait servir au processus de décolonisation et non pas à développer un assistanat. Et d'autre part, on s'est attaché du côté de l'Union calédonienne à essayer de démontrer que finalement l'économie n'est pas si dépendante des transferts de l'État et qu'il y a d'autres transferts qui vont dans l'autre sens. Ensuite, nous avons un exposé de Bernard de la Drière qui, évidemment, a une opinion différente. Il pense que les transferts sont garantis par les accords de Nouméa, par la Constitution jusqu'en 2022, mais que, en cas donc d'indépendance, personne ne sait que deviendrait donc l'aide de l'État, étant donné qu'il s'agirait alors d'une situation où on aurait 2 États indépendants qui conviendraient du niveau de cette aide. Il a fait allusion à l'exemple du Vanuatu qui, selon lui, reçoit de la France 300 millions de francs CFP. Ensuite, nous avons une intervention de Philippe Blaise qui nous explique que la Calédonie vit au-dessus de ses moyens et que ces transferts représentent à peu près 40% de la dépense publique et que, par conséquent, si ces transferts disparaissaient totalement, il faudrait diminuer, en gros, les salaires de 40%, ou bien licencier 4 fonctionnaires sur 10, ou bien d'évaluer de 40% la monnaie. Donc sa conclusion, c'est qu'il n'y a pas de solution actuellement pour compenser la perte des transferts de l'État, et que ça remettrait en cause les acquis sociaux. Ensuite, nous avons une intervention toujours sur ce sujet de l'UNI, de M. Mapou, qui, je cite, pense qu'il nous faut sortir du confort qui fait considérer que la mère patrie est une vache à lait. Et il souligne cependant que l'État a l'obligation d'accompagner le transfert des compétences, d'accompagner par ces transferts le transfert des compétences au nouvel État. Et il conclut qu'il nous faut du courage politique, il faut que nous osions, car nous pouvons faire autrement. Ensuite, nous avons abordé le sujet de la monnaie, et la première intervention était encore celle de l'UNI de M. Mapou. Il pense que la politique monétaire d'un nouvel État indépendant pourrait contribuer à soutenir l'effort budgétaire du pays, et il cite en exemple la Banque du Vanuatu qui finance l'État vanuatais. Il pose aussi la question de savoir si le nouvel État pourrait retenir la fuite des capitaux privés, ce qui implique, je suppose, un contrôle d'échange. Ensuite, nous avons eu l'intervention de Philippe Blaise et Grégoire Bernu qui nous ont montré que les banques ici prêtent plus qu'elles ne collectent localement et que beaucoup d'emprunts ont été faits en euros, en particulier tous les emprunts publics, des collectivités publiques, et que donc une monnaie qui serait dévaluée, une monnaie indépendante qui serait dévaluée, aurait pour effet immédiatement d'augmenter mécaniquement la valeur de ces dettes en monnaie locale.
il souligne que la Nouvelle-Calédonie peut importer plus qu'elle n'exporte pour l'instant sans avoir à dévaluer sa monnaie grâce au transfert de l'État. Et par ailleurs, il souligne que le franc CP actuel inspire confiance aux investisseurs et donc le groupe des Républicains est favorable au maintien du franc Pacifique. Ensuite, nous avons eu l'intervention de l'Union calédonienne et de Roch Wamitan qui souligne que posséder sa propre monnaie est un attribut de la souveraineté. Il est donc en faveur, et son groupe est en faveur, d'une monnaie spécifique qui serait adossée à un panier de monnaie. Il ne souhaite pas une monnaie du type franc CFA parce qu'il souligne que beaucoup d'auteurs africains soulignent actuellement les inconvénients qu'ont pu avoir le franc CFA dans certains pays. Il pense que le changement de régime monétaire doit être progressif. J'ai quelques doutes à ce sujet personnellement. Il me semble qu'un changement de régime monétaire ne peut pas être progressif, mais enfin, ça c'est à discuter. Et il pense qu'il faut éviter tous les changements qui alourdiraient la dette contractée en euros. Je pense qu'évidemment, là, on revient à la possibilité d'une dévaluation. Donc, il exclut une telle dévaluation. Et il pense aussi qu'une banque centrale indépendante pourrait permettre de collecter localement l'épargne, par exemple, des livrets A et des excédents des administrations publiques à travers une caisse de dépôt et consignation locale qui pourrait ensuite investir cet argent à travers une banque publique de développement. Ensuite, nous avons eu l'intervention des Républicains avec M. Greg Bernu. Et non, excusez-moi, oui. Nous avons ensuite commencé la troisième session concernant le nickel et l'après-nickel. Et donc, ça a commencé par M. Greg Bernu qui suggère qu'il n'y a pas assez de concurrence, qu'il faut plus de concurrence, qu'il y a des coûts de production trop élevés, qu'il y a trop de protection douanière, ce qui n'incite pas à la compétitivité. Il est aussi en faveur d'une TVA simple, avec seulement 2 taux, dont un taux nul pour les produits de première nécessité, et aussi en faveur d'un fonds souverain qui pourrait, en cas de conjoncture favorable du nickel, obtenir l'excédent des recettes et les investir pour les générations futures. Ensuite, nous avons eu l'intervention de Calédonie Ensemble, Philippe Gomez, qui a montré qu'il y a eu une période très faste de croissance rapide entre 2002 et 2011, pendant laquelle le nombre d'emplois a augmenté de 50%, et que depuis 2011, la croissance s'est nettement ralentie de 1,7% par an. Et il en conclut que l'atterrissage est rude après cette période faste. Ça m'a fait me demander ce qu'il penserait s'il était en Polynésie française, où nous avons quasiment une croissance nulle depuis une dizaine d'années. Donc, c'est presque des soucis de riches que vous avez. Et il pose la question, le nickel, oui, mais quoi d'autre? Alors, donc, il souligne que 20% des emplois, en comptant les emplois indirects induits, dépendent encore du nickel,
Et il suggère d'essayer de développer le tourisme en dépensant plus pour la promotion du tourisme. Il suggère de dépenser 10% des recettes touristiques pour la promotion. Il suggère aussi de développer l'autosuffisance alimentaire qui est très insuffisante. Il suggère aussi de mieux développer les terres coutumières, 500 000 hectares de terres coutumières. Et évidemment, il met l'accent sur la transition énergétique, puisque 98% de l'énergie est importée, notamment en développant les énergies renouvelables. Et enfin, il propose lui aussi de favoriser la concurrence, notamment en ayant enfin une autorité de la concurrence. Nous avons ensuite une intervention de l'UNI de M. Mapou. Il pense qu'il faut continuer à rééquilibrer l'économie au profit de la région nord et des îles, et que le secteur privé doit maintenant prendre le relais des initiatives qui ont été prises dans cette région par les pouvoirs publics. Il pense qu'il faudrait améliorer le système de transport, gérer le nickel de façon durable et essayer de trouver des synergies entre les trois opérateurs. Ensuite, nous avons eu l'intervention de l'Union calédonienne de Roque-Ouamitan, qui pense qu'il est urgent de trouver d'autres moteurs de croissance que le nickel, et que l'économie actuelle est une économie sous perfusion, une économie assistée, et qu'il est temps de rompre avec ce système, car les transferts éternels, cela n'existe pas, entre guillemets. Donc, il suggère de revenir vers une économie plus saine. Et je cite encore une fois, c'est avec notre propre ressource que nous devons réaliser le rêve calédonien. Alors, bon, je vais essayer d'être plus bref. Il est évident que des désaccords importants subsistent sur un certain nombre de sujets, évidemment en fonction des options politiques pour ou contre l'indépendance. Étant un œil extérieur, j'ai été frappé de la tenue des débats, de l'esprit de tolérance et de respect que j'ai observé au cours de ces débats. Et j'ai pu constater que tout le monde, en fait, partageait une même volonté de faire avancer cette économie ensemble, même si le désaccord fondamental est sur la question de savoir si nous sommes prêts aujourd'hui pour l'émancipation ou bien si nous ne sommes pas encore prêts. Donc, évidemment, sur ce point-là, les désaccords subsistent, mais, encore une fois, j'ai été frappé de cet esprit de tolérance et de respect que j'ai observé au cours de ces débats. Je vous remercie.